Bienvenue chez les transformateurs. Ici, vous entendez leur voix et comprenez leurs choix. Inspirez-vous de celles et ceux qui dépensent leur énergie et qui potentialisent celle des autres dans des projets transformants pour notre système de santé. Aujourd'hui, c'est Lydvine Vaillant qui présente le podcast. Notre nouvelle co-hôte, vous la connaissez, nous l'avions reçue lors de l'épisode 4 pour qu'elle parle de son livre « Réinventons le secteur de la santé ». Dans cet épisode, elle reçoit Guillaume Alsac, cofondateur de Soignons Humains, qui propose aux professionnels de santé de se rassembler autour de communautés de travail inspirées. Donc je m'appelle Guillaume Alsac, j'ai 47 ans, 4 enfants. J'habite dans le nord de la France. Je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé dans pas mal de secteurs d'activité différents, dans les télécoms, dans la presse écrite, dans la télévision, dans les assurances. Et depuis maintenant 2015, eh bien j'ai plongé dans l'entrepreneuriat social. Voilà. Et aujourd'hui, je suis un peu un slasher, comme on dit, les milieux à la mode. C'est-à-dire, j'ai plusieurs, on va dire, j'ai plusieurs activités. Ok, super. Et alors justement, c'est un des premiers points que je voulais aborder avec toi, c'est qu'est-ce qui t'a amené à passer d'une carrière comme ingénieur dans l'industrie à entrepreneur social. Ouais. Eh ben, écoute, c'est une bonne question. Je pense que c'est tout un aboutissement de vie, mais on va dire c'est un peu la crise de la quarantaine en 2015. Et en fait, en 2015, voilà, je suis un peu ça fait 3 ans là que je suis en train dans cette boîte qui distribue des produits d'assurance. Et en fait, j'ai envie de partir. Enfin, je m'entends pas bien avec la boss et tout. Je relis mes différentes expériences professionnelles et là, j'ai un peu une prise de conscience de me dire, mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est ma boss qui va pas, ou c'est mes collègues, ou c'est le produit. Et en fait, je me dis, mais Guillaume, c'est peut-être juste toi qui. Et si tu réfléchissais un peu mieux à toi, qu'est-ce que t'as en toi, qu'est-ce que tu voudrais faire. Et là, je me suis donc c'était un temps un peu d'introspection, de réflexion assez profonde. Je me suis en regardant finalement dans mes premières années de boulot, là où j'étais le plus heureux, en fait, je me suis dit, mais là où la meilleure année de ma vie, ça a été une année sabbatique que j'ai vécue dans un foyer avec des personnes avec handicap, en tant que volontaire. Je passais en 2003 ou 2004. C'était vraiment la meilleure année de ma vie à tout point de vue. Et donc, ma conclusion assez simple était de me dire, si tu veux reconnecter avec ce qui t'a donné de la joie, t'as qu'à repartir là-bas. Donc, alors ça, c'était l'aboutissement d'un process quand même de 6 mois, et donc j'ai un peu tout plaqué et je suis allé voir cet assaut. Et là, c'était un peu surprise, parce qu'en fait, surprise, je me suis rendu compte qu'en fait, en vrai, c'était une super asso en tant que bénévole et membre, mais c'était pas un lieu professionnel pour moi, et qu'en plus, de toute façon, ils voulaient pas de moi, parce qu'ils m'ont dit, Guillaume, t'as plein de belles qualités, mais t'as pas celle qu'on recherche, donc en fait, en vrai, on n'a pas de job pour toi. Donc, c'est un moment assez pas évident à passer, parce que du coup j'avais quand même un peu brûlé mes ponts derrière moi, et surtout j'avais aucune envie de repartir de là où je venais, et en même temps j'avais aucune idée de là où j'allais atterrir. Et là un ami m'a mis en main le bouquin de Frédéric Laloux, donc Reinventing Organizations, et que j'ai lu, et là mon déclic était de me dire, mais en fait je pensais être un inadapté social du travail, parce qu'en gros je me suis jamais senti vraiment très bien dans toutes les boîtes où j'étais, et je découvre qu'en fait il y en a d'autres comme moi, je suis pas le seul, ou en tout cas je suis peut-être pas si anormal que ça, ou alors d'autres sont aussi anormales que moi, et bref. Et donc ayant lu ce bouquin, ma conviction était de me dire, soit je trouve une boîte à la Frédéric Laloux autour de la maison, soit il y en a pas et je vais en créer une. C'est simple. Et comme mis à part, autour de nous, il y a Decathlon, et voilà, je ne pouvais pas travailler chez Decathlon, à peu près la seule entreprise libérée que je connaissais. J'ai cheminé un peu tout doucement, et puis après voilà, ça s'est fait tout petit pas par tout petit pas. Et voilà. Mais
Et ce que je voulais te dire aussi dans cette question, il y a une cassure, parce que souvent les gens me disent, ok, bah alors pourquoi t'as pris cette année sabbatique en 2004? Enfin, qu'est-ce que t'es allé foutre dans un foyer avec des personnes comme ça, avec handicap? Et en fait, moi j'ai eu une cassure dans ma vie personnelle en 99, parce que je me suis marié le 26 juin 99 et j'ai divorcé moins d'un an plus tard. Et le jour de mon mariage, j'avais l'intime conviction qu'on allait divorcer. Donc c'est un peu spécial comme expérience. Et ça a fait une vraie cassure en moi. Et de cette et ça, quelques années après, j'avais un espèce de vide énorme à l'intérieur de moi, un vide énorme. Et donc c'est pour ça que j'ai pris cette année sabbatique. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là en fait? Je savais pas bien ce que je foutais là. Et cette année m'a permis de vivre des choses, de découvrir les relations humaines avec les personnes avec handicap. Et j'ai kiffé cette année à fond. Et ça m'a fait découvrir, on va dire, la vraie vie. Ce que j'avais pas appris dans mon école d'ingénieur, ni j'avais le sentiment de découvrir un univers tout à fait nouveau pour moi. Et après, du coup, voilà, crise de la quarantaine, j'ai eu envie de reconnecter avec cette expérience et un peu de partir sur un rêve, de se dire, mais finalement, est-ce que c'est possible de créer des organisations dans lesquelles on peut vivre ce même niveau d'expérience, ce même niveau de partage entre personnes humaines, autour d'un projet professionnel, évidemment. Et en lisant le bouquin de Laloux, ce que je pensais être une utopie totale, je me suis dit, en fait, peut-être que c'est possible. Voilà. Donc c'est ça qui m'a mis en chemin. Et est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu entends, ce qu'on entend par entreprise libérée? Qu'est-ce qui est libéré dans une entreprise libérée? Quelqu'un a dit, moi je trouve que ce qui est libéré, c'est la parole. La parole est libérée. Et j'aime bien cette définition. Est-ce que on est dans une organisation dans laquelle on a la liberté, on se sent assez en sécurité pour dire ce que l'on pense vraiment, comme on le pense, est-ce qu'on peut dire et être qui on est vraiment au fond de soi, sachant qu'on ne sait jamais vraiment qui on est soi-même au fond de soi. Donc bon. Mais voilà, est-ce que ce sont des organisations qui permettent ça, qui favorisent ça, ou autre définition, est-ce que ce sont des organisations qui sont au service de la vie dans les vie qui est dans les personnes, dans ses membres? Ça c'est plutôt, on va dire, si on prend le langage de Marshall Rosenberg sur la communication non violente, est-ce qu'on cherche à être au service de la vie qui est en moi, en toi, en nous, et qu'est-ce que ça fait si on essaye de repartir de ça? Voilà. C'est une vision un peu perchée. Voilà. Dominique Pont, quelqu'un que j'aime beaucoup, le numéro 2 du ministère de la Santé, DG de la clinique Pasteur, te dirait, moi je sais pas ce que c'est qu'une entreprise libérée. En revanche, je sais que moi j'ai envie d'aimer. Je soigne ma névrose en essayant d'aimer mes collègues comme je peux, du mieux que je peux. Lui, c'est sa définition à lui, que je trouve magnifique. Et puis d'autres, plus on va dire, plus rationnels, Isaac Getz ou d'autres te diraient, c'est une entreprise dans laquelle chacun a la liberté de prendre les décisions qu'il estime utiles pour servir le but de l'organisation. C'est aussi une bonne définition. Et alors, ok, donc tu t'étais attiré vers ce type d'organisation, mais du coup, pourquoi, comment t'es arrivé à la santé, en fait, c'est ça? C'est une histoire de rencontre et de circonstances, parce que moi, en 2016, je me suis dit, ok, je me sens une âme de créateur, d'entrepreneur. J'ai envie de contribuer à créer quelque chose qui n'existe pas. Et à l'époque, qu'est-ce que je savais faire? Moi, je savais, j'avais été DG d'un groupe de télévision, donc je savais créer des chaînes de télévision. Et je me dis, ça, c'est ce que je sais faire. Ce que j'aime faire, c'est être avec des personnes avec un handicap. Pourquoi, j'en sais rien, mais ça me donne une joie profonde. Enfin, ça me met en vie, voilà. Et donc, je m'étais dit, CQFD, je vais créer une chaîne de télévision avec des personnes avec handicap. Ça va être la Téléthon TV, quoi. Donc, tu vois, le Téléthon, c'était le concept. C'était une chaîne de télé où tu aurais tout le temps mais qui serait inclusive. C'est-à-dire, ce seraient les bénéficiaires qui seraient, voilà. Et donc, je suis parti avec ma petite sacoche et j'allais présenter mon projet à plein de gens. Bon, j'avoue, j'avais pas un écho dinguissime. Et un jour, j'ai rencontré un type qui m'a dit, écoute, ton projet de télé avec les personnes handicapées, tout ça, je trouve ça, ok, c'est un beau projet, mais franchement, je vois vraiment pas. En revanche, moi, je cherche quelqu'un pour travailler sur un projet de start-up avec une appli qui mettrait en relation des personnes âgées. En gros, il y a 3 millions de personnes âgées qui ont besoin d'aide à domicile, il y a 3 millions de chômeurs, donc si on faisait une appli digitale qui mettrait en relation les deux, ce serait fantastique. Bon, je lui ai dit, écoute, j'en sais rien, j'ai aucune idée de quoi, mais je veux bien regarder ton truc, puisque de toute façon, j'ai du temps. Et donc là, je suis parti sur ce fil, je suis parti là-dessus. Donc je me suis intéressé, au fait, les personnes âgées, c'est quoi leur vie, leurs besoins, et puis ces métiers de l'aide et du soin à domicile, c'est qui, c'est quoi,
qu'est-ce qui existe. Bon, et pendant 4 mois, en fait, j'ai lu des milliers de pages de tout le rapport, de livres, de trucs, et c'est comme ça que je suis aussi tombé sur Buurtzorg. Au bout de 4 mois, je suis retourné voir le type en disant, écoute, l'appli, franchement, laisse tomber. Je comprends pas, je vois rien. Enfin, bon, alors, si toi t'es persuadé, mais moi, je ferai rien dessus. En revanche, j'ai trouvé un truc extraordinaire. Je suis tombé amoureux de Buurtzorg, en gros, en lisant en disant, mais, donc j'avais déjà lu 3 bouquins sur Buurtzorg, et écoute, c'est extraordinaire, il faut absolument qu'on aille voir. Enfin, c'est bon. Et ce type m'a dit, écoute, non, la santé, c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas envie. Bon, je lui ai dit, écoute, ok, bah, salut, je continue. Donc moi, j'ai continué sans lui, et puis j'ai rencontré Arnold Fouquet, qui lui m'a dit, bah, Buurtzorg, c'est super, j'y suis allé il y a 6 mois, mais si toi, Guillaume, t'as envie de continuer à creuser, moi, je veux bien être avec toi là-dedans. Et mon point de départ, c'était, je veux bien créer quelque chose, mais pas tout seul. Tant que je suis tout seul, ça marchera jamais, de toute façon, c'est sûr. Et donc, du jour où Arnold, j'ai rencontré ce type un peu par hasard, au bout de 2 heures, il m'a dit, bah, écoute, go, vas-y, banco, Guillaume, moi, je sais pas ce que tu feras, mais je veux bien être avec toi. Je me suis dit, ok, maintenant, je suis plus tout seul, donc j'y vais. Et là, j'ai encore plus accéléré en me disant, bah, allons-y, voilà. Donc voilà, je dirais mon point de départ, c'était ça, c'était les personnes avec un handicap. Et puis voilà. Ok, super. Et alors du coup, Buurtzorg, bon, pour moi, ça me dit quelque chose, mais Ouais. pour beaucoup de gens, ça doit pas dire grand-chose. Est-ce que tu peux développer un peu ce qui est inspirant dans cette dans cette organisation, quoi? Bah, c'est pareil, là, je peux parler pendant des heures, mais Buurtzorg, c'est quoi en fait? C'est une association qui a été créée en Hollande en 2007 par un type qui s'appelle Jos de Blok, qui est infirmier, qui a exercé comme infirmier de quartier pendant 15 ans, qui a ensuite a eu des postes de responsabilité dans des grandes organisations de soins en Hollande. Ensuite, il est parti pendant 4 ou 5 ans en Ukraine, et à l'époque l'Ukraine sortait des pays communistes, et donc il a créé le système de santé et des soins primaires en Ukraine. C'est quand même pas rien. Sa passion à lui, Jos, c'est l'organisation des soins. En fait, il a une vision magnifique, on en reparlera après. Bref, il est rentré en Hollande en 2007 et il s'est dit, parce que ce que j'ai modélisé, ce que j'ai expérimenté en Ukraine, je peux faire pareil en Hollande. Et donc, c'est quoi? En fait, il dit, bah, les infirmiers sont des professionnels qui aiment leur métier, qui connaissent leur métier, et donc l'enjeu, c'est surtout de leur lever tous les freins qui les empêchent d'exercer leur métier comme ils pensent qu'il faut l'exercer. Et donc, voilà, c'est un peu ça son point de départ, en disant, nous, notre but, ça sera, soyons simplement les meilleurs professionnels qu'on pourrait être. Et il s'est dit, ok, pour ça, j'ai besoin de quoi? Pour être le meilleur infirmier possible, j'ai besoin de collègues. Voilà, parce que tout seul, voilà. Donc j'ai besoin de collègues avec qui je m'entends bien, qu'on puisse réfléchir ensemble et trouver les meilleures solutions pour nos patients. Bon, j'ai besoin de collègues, ok. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin sûrement d'un outil informatique performant, parce que qui me fasse gagner du temps au service de mon métier, donc qui me permettent de documenter qu'est-ce que les patients, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, quels objectifs on a avec eux, etc. Donc j'ai besoin d'informatique. Donc j'ai besoin de de collègues avec qui je m'entends bien, et si possible des collègues expérimentés, compétents. J'ai besoin d'informatique qui marche bien. Et puis voilà. En fait, est-ce que j'ai besoin d'une structure hiérarchique? Est-ce que j'ai besoin de non? Parce que j'ai pas besoin qu'on vienne me contrôler, j'ai pas besoin qu'on vienne me fliquer, j'ai pas besoin, en fait, ça va, les mecs, j'ai envie de faire du bon boulot. Donc laissez-moi juste faire le bon boulot que j'ai envie de faire avec mes collègues, et vous allez voir. Et donc ils ont commencé à 4, une première équipe. Au bout d'un an, ils étaient 20 équipes, ils étaient 200. Et ensuite, ils ont doublé de taille chaque année. Maintenant, ils sont 15 000 en Hollande. Et le principe, ce sont des petites cellules, en fait, c'est des petites équipes de 8, 10 qui se sont auto-organisées sur un quartier. Et l'équipe a en fait tout pouvoir. Alors, ils sont tous salariés de la même structure, les 15 000. Et en même temps, ils ont tous une indépendance professionnelle totale. C'est-à-dire, c'est eux qui font tout le choix qui leur incombe pour leurs patients. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'équipe. Et il y a un service support qui permet de gérer la paye, la compta, l'informatique, les relations avec le financeur. Et dans le service support, ils sont 50. Donc il y a 15 000 professionnels en auto-organisation, indépendants,
et 50 dans un petit siège social de rien du tout. Donc c'est quand même assez hallucinant comme schéma. Et pourquoi ça s'est développé comme ça? Tout simplement parce qu'en fait, ses collègues infirmiers disaient mais c'est génial ce que tu fais, Yos, c'est ce qu'on peut faire comme toi. Nous aussi, on a juste envie d'être des bons professionnels, on a juste envie de pouvoir entre collègues se soutenir les uns les autres. Est-ce que nous aussi on peut créer une équipe? Et il leur a dit bah ouais, allez-y les mecs, si vous partagez la vision, il y a pas de problème, moi je vous accompagne, je vous aide. Et donc de proche en proche, voilà. Et bon, alors la qualité, en tout cas la satisfaction, la qualité était au top dès le départ. Et donc forcément, le succès attire le succès. D'autres infirmiers se sont dit mais c'est waouh, c'est top ce qu'ils font. Nous aussi, on aimerait trop rentrer ou créer notre équipe, etc. En sachant que le système hollandais, il n'y a pas d'infirmiers libéraux, très très peu, donc tout le monde est salarié d'une structure. Donc ce qui s'est passé, c'est que les salariés quittaient leur structure et allaient sonner à la porte de Yos en disant est-ce que nous aussi on peut venir chez toi, voilà. Donc bon voilà, donc ça c'est en deux mots, qu'est-ce que c'est que Buurtzorg, mais c'est voilà, peut-être juste pour te répondre. Donc c'est une organisation de soins infirmiers à domicile, à des soins à domicile. Il y a 15 000 professionnels aujourd'hui en Hollande. Maintenant, ils sont dans une vingtaine de pays, se sont inspirés de ce qu'ils ont fait. Et le principe, c'est un principe d'auto-organisation, d'autonomie. C'est-à-dire les professionnels prennent les décisions par eux-mêmes. Et il y a un principe d'approche, il y a une approche globale de la personne dans le soin, c'est-à-dire que ça, mais je dirais tous les infirmiers veulent ça et vivent ça en disant une personne c'est une personne entière, c'est pas un pansement ou c'est pas une pathologie. Tous les infirmiers naturellement vivent ça, mais en tout cas eux cherchent à le vivre aussi dans l'organisation en disant voilà, quand un salarié ou un équipier arrive, il vient avec toute sa personne, tous ses talents, et on a envie qu'il puisse tout utiliser, toutes les dimensions de sa personne. Ok. Et du coup, toi, comment ça t'a inspiré? Qu'est-ce que ça t'a donné envie de monter? Qu'est-ce que t'as mis en place? C'est quoi la suite? En fait, on est allé en Hollande parce qu'on s'est dit c'est tellement incroyable, parce que quand on lit les livres ou les articles de presse, c'est pas possible. Enfin, l'histoire est trop belle. Donc on a voulu aller voir, on les a rencontrés, ils ont passé une journée avec nous. Moi, j'ai passé une journée extraordinaire. Je suis dit écoutez, est-ce que vous m'accueillez pour visiter une équipe? Donc j'y suis retourné un mois après, où là j'ai passé 3 jours avec une équipe en immersion. Tu vois, ils m'ont emmené avec leurs patients, puis j'ai assisté à une réunion d'équipe. Et en fait, tu dis, mais en vrai, c'est encore mieux que dans les bouquins, en fait. Je sais pas, une impression. Moi, ce qui me touche le plus dans ces organisations, c'est le niveau de qualité des relations humaines, mais qualité au sens de profondeur. Tu sens qu'il y a un niveau de connexion entre personnes qui est très profond. Hein. C'est pas, bien sûr, ce sont des collègues de travail, mais tu sens qu'ils ont un niveau de connexion très profond, authentique. Et du coup super puissant. Et donc moi, forcément, ça m'attire. J'ai retrouvé là tout ce que j'avais kiffé dans mon organisation là avec des personnes handicapées, que je pensais ne jamais retrouver ailleurs. J'ai retrouvé une organisation qui mobilisait la personne entière dans toutes ses dimensions, y compris existentielles. Donc c'est assez extraordinaire. Il y a un côté très détendu, super zen, super pro, un truc de dingue. Et donc tu leur dis mais là l'équipe que vous m'avez fait visiter c'est l'équipe modèle. Ils disent en fait il y a 1000 équipes, donc te dire qu'elles sont toutes parfaites, non. Il y a des équipes où ça va pas, où il y a des conflits forcément, mais globalement on t'a pas emmené dans notre super équipe, on t'a emmené dans une équipe comme ça un peu lambda quoi. Bon voilà, ça c'était le point. Après ok, ça la Hollande c'est fantastique, la Hollande c'est la Hollande. Donc on s'est dit ok, retour en France. En France c'est quoi le problème? Moi, j'ai tout oublié de mes études d'ingénieur, sauf un truc, qui est de dire si tu veux, avant de trouver des solutions, essaie déjà de comprendre, de poser le problème correctement. Et donc, je me suis dit, ok, n'allons pas trop vite à vouloir plaquer un truc en France. C'est pas parce que ça marche en Hollande que c'est une bonne solution pour la France. Voyons déjà ce qui se passe en France. Donc, on est allé, on a rencontré, discuté avec des infirmiers. Essayer de comprendre, de leur présenter en disant est-ce que tu as entendu parler de Buurtzorg, voilà ce que c'est, est-ce que tu as envie d'aller voir. Et donc il y a des infirmiers qui sont partis, qui sont allés voir en Hollande, sont revenus. Et puis après c'est eux en revenant qu'ils ont dit ouais, on aimerait bien essayer, ça nous parle. Alors le système français est différent, ok. Et en même temps les infirmiers ils sont partout les mêmes dans le monde, ils ont tous les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes. Et donc je dis essayons, expérimentons. Voilà. Donc on est parti en 2017. On a dit écoutez, si vous voulez expérimenter, on y va, on vous soutient. Puis on verra bien où ça nous mène.
Et donc, tu as monté l'association Soignons Humains, c'est ça? Donc on a constitué avec d'autres. Hein, on est 5 depuis le départ en disant créons cette association dans le but d'explorer des nouvelles formes d'organisation dans l'aide et le soin qui permettent de trouver une convergence d'intérêts entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire entre les patients évidemment, les professionnels et le système. Et c'est un peu comme le Rubik's Cube. En fait, on gagne quand on arrive à aligner toutes les faces. C'est-à-dire qu'un succès durable, c'est notre conviction, hein, c'est notre croyance, c'est de dire, en fait, en vrai, c'est vraiment gagnant quand c'est gagnant pour tout le monde. Le patient, donc il y a cette approche globale, holistique, hein, il y a une notion d'accès aux soins qui ne dépend pas ni des ressources, ni des types de pathologies, il y a un accès aux soins. Il y a une prise en charge globale des patients et des aidants, etc., dans l'entièreté des dimensions de leurs besoins. Les professionnels, ils doivent y trouver leur compte nécessairement. Enfin, ça peut pas se faire à leur détriment. Donc donc il faut que ce système qu'il soit gagnant, que les professionnels s'y retrouvent, se réalisent pleinement dans leur métier. Et puis il faut que le système de santé, pour que ça puisse continuer, faut aussi que ça se fasse en cohérence avec l'efficience ou la qualité, de la pertinence des soins, comme on dit. Voilà. Nous, notre conviction, c'est que, en fait, c'est possible. Et puis deux, surtout, ça marche tellement mieux quand tu arrives à aligner les intérêts. C'est les professionnels, évidemment, ça les nourrit. Et c'est très nourrissant pour eux de voir qu'ils ont un impact positif pour les patients. Et en vrai, au plus t'es efficient, au plus les professionnels sont compétents, au moins tu as besoin de soins, puisque tu peux travailler de la prévention, de la qualité, donc ça coûte moins cher. En tout cas, je sais pas si ça coûte moins cher, mais en tout cas, ton argent est bien utilisé. Parce qu'évidemment, si les gens vivent plus longtemps, si t'es cynique, ça va te coûter plus cher en tant que financeur des soins de santé. Mais le but, c'est quand même effectivement de bien investir l'argent public et de préserver la dignité des personnes. Mais donc voilà, en tout cas, on a créé cette association et on a fait un peu un appel au peuple. On a communiqué assez largement, en disant écoutez, voilà, on n'est pas chargé de vous convaincre, juste chargé de vous informer. Voilà ce qui se passe en Hollande. Si ça fait écho pour vous, si ça résonne pour vous, venez nous voir et puis on inventera quelque chose ensemble. Vous inventerez quelque chose vous-même et nous on vous aidera comme on pourra. Peut-être en allant mobiliser un peu des fonds pour financer cette expérimentation, développer des outils informatiques. Peut-être vous former, vous accompagner aussi, parce que dans la dynamique d'équipe, on a besoin c'est pas quelque chose qu'on apprend en école d'ingénieur ni en école d'infirmière, d'apprendre à se parler, communiquer, à travailler ensemble. Donc il y a peut-être des choses qui sont utiles pour vous. Donc ça a commencé en 2017, les premières équipes. Ok. Et alors du coup, comment cet appel au peuple justement, tu t'y es pris comment? Enfin, t'es allé chercher où? Toi, t'avais les réseaux, t'avais comment? Écoute, on n'avait pas de réseau, on connaissait personne nous connaissait, mais chacun en a parlé un peu autour de lui. Dans les créateurs, les co-créateurs de cette association, il y avait, ils sont toujours là d'ailleurs, Christelle qui était infirmière libérale, Mathieu qui était enseignante en école d'infirmière, donc ils avaient quand même du réseau. Et voilà, les infirmiers ils se connaissent tous en fait sur un territoire. Donc ils en ont parlé autour d'eux, puis ils avaient fait l'école de cadre, donc ils ont parlé à leurs copains de l'école de cadre. On a écrit à l'URPS Hauts-de-France, donc les URPS, c'est les Unions Régionales de Professions de Santé, donc on leur a dit écoutez, on organise une sorte de conférence où on voudrait présenter ce qui se passe en Hollande chez Buurtzorg et puis voir si les gens, ça leur donne envie de rebondir. Donc l'URPS a rerouté, on a fait un email d'invitation, ils ont routé ça sur les 3000 infirmiers libéraux du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, et puis après, je sais pas trop t'expliquer, mais il y a des gens qui sont venus. Et il y avait peut-être, 150 personnes. La première, voilà. Sur les 150, il y en a 20 ou 30 qui ont dit, ouais, nous, pourquoi pas, on veut bien réfléchir. Et puis, voilà, ça a commencé comme ça. Ok. Et du coup, aujourd'hui, Soignons Humains, il y a combien d'équipes? C'est sur quelle zone géographique? Comment ça fonctionne? En fait, aujourd'hui, nous, Soignons Humains, on est une petite équipe de formateurs, d'accompagnants, et on accompagne une trentaine maintenant de cabinets d'infirmiers à domicile qui ont différents statuts. Certains voient des cabinets libéraux, d'autres sont des centres de santé infirmiers. Voilà, il y a différents statuts. Nous, en fait, notre trip à nous, c'est d'accompagner les professionnels de santé
quel que soit leur statut, en fait, c'est pas notre sujet. Donc on accompagne une trentaine de cabinets qui sont sur les Hauts-de-France, en Île-de-France et en Occitanie, et ça représente un peu plus de 120 infirmiers. Voilà. Et ce sont les infirmiers qui sont indépendants, c'est-à-dire que là, quand je dis ils sont indépendants, ils sont même juridiquement indépendants. C'est-à-dire en Hollande, ils sont tous salariés d'une même boîte. Le système français est assez différent de la Hollande là-dessus. En France, le schéma, c'est un schéma d'infirmiers libéraux essentiellement. Voilà, donc nous, on suit ce schéma. Voilà, donc on les accompagne, on bosse avec eux, on est en partenariat. Il y a aujourd'hui une trentaine de cabinets libéraux et c'est une expérimentation qui est financée par l'Union européenne à travers des fonds régionaux et l'assurance maladie et le ministère de la Santé dans le cadre d'un programme d'expérimentation qui s'appelle l'article 51, le pastis. Et justement, par rapport à cette expérimentation, c'est quoi les principes fondateurs, je dirais, de cette expérimentation, et puis voilà, comment ça peut évoluer, comment ça pourrait évoluer sur la suite. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, en 2018, Agnès Buzyn est ministre de la Santé et puis le président de la République. C'est le début du quinquennat. Ils ont envie de faire bouger le système de santé. En même temps, ça fait depuis 20 ans qu'il y a eu pas mal de programmes d'expérimentation, voilà, qui ont plus ou moins bien marché, mais qui étaient toujours un peu descendantes. C'était un peu du top-down. Et donc, ils décident de changer de méthode en disant, en fait, en vrai, les professionnels de santé, on est sûr qu'ils ont plein de bonnes idées. Donc, on va ouvrir un appel à projet ou un appel à candidature permanent. N'importe qui aurait une bonne idée peut la proposer. Et on va du moment que ça fait un peu de sens quand même, on va analyser un peu sa proposition, mais on va expérimenter. Donc, on va financer des expérimentations et puis on évaluera si c'est bien ou pas bien. Donc nous, évidemment, on avait créé Soignants Humains depuis 3 ans. On s'est un peu engouffré en disant, en fait, on n'avait pas attendu. Nous, on s'était dit, on peut déjà commencer à faire des choses tout de suite, même si le système n'est pas du tout adapté à cette vision holistique des personnes, à cette approche du soin. On est d'accord, aujourd'hui, le système n'est pas adapté, mais tant pis. On va pas attendre que le système bouge pour commencer à faire des trucs. Donc nous, on s'était mis en route. Donc là, c'était une belle opportunité de se dire, on peut peut-être aller encore plus loin dans cette vision. Donc on a proposé un dossier il y a eu plein de péripéties et tout, mais in fine, le ministère a fini par dire expérimentons, on verra bien. Et c'est quoi un peu ce nouveau paradigme, gros mot, mais c'est de dire en fait, comme Jos de Blok au départ, en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que simplement les infirmiers puissent tout simplement vivre le métier comme ils ont toujours eu envie et rêvé de pouvoir le vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper des personnes dans une dimension, dans une vision holistique. C'est-à-dire vraiment regarder l'entièreté des patients avec leur écosystème, les aidants, l'environnement matériel, l'isolement social, etc., et construire avec les patients un projet de vie qui fasse sens pour eux. En mobilisant évidemment, il n'y a pas que les infirmiers sur Terre, il y a aussi d'autres professionnels qui font partie du projet de vie du patient, les médecins, évidemment, les pharmaciens, les auxiliaires de vie, enfin voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait lever comme frein systémique qui empêche les infirmiers de faire ça aujourd'hui? Parce qu'ils le veulent tous, mais le système ne le permet pas, ou très difficilement, en tout cas, il y a beaucoup de freins. Et notamment dans la façon dont ils sont rémunérés. Donc le cœur de l'expérimentation, c'est de remplacer la nomenclature d'acte, donc il y a une tarification à l'acte pour les soins infirmiers à domicile, c'est de remplacer ça par une tarification archi simplifiée. Donc il faut savoir, il y a 90 codes actes, c'est très complexe. Non seulement c'est complexe, mais en plus ça a des effets pervers. On va pas revenir dessus, mais sur la tarification là qu'on connaît tous, un peu productiviste, on va dire. Et puis surtout, il y a tout un tas de choses que les infirmiers sont censés faire, parce que le code de la santé publique dit que c'est leur rôle, mais qui sont pas référencés dans la nomenclature d'actes. Ça veut dire ils peuvent le faire, mais ils seront pas payés pour. Donc à un moment donné, faut bien vivre, et donc si tu payes pas les professionnels, il faut pas s'attendre à ce qu'ils le fassent. Donc là, en tout cas dans l'expérimentation, l'idée c'est que les infirmiers font ce dont le patient a besoin,
euh, avec une certaine vision d'amener de l'autonomie à la personne. Parce qu'on va dire, le but d'un soignant, c'est de se rendre invisible. Finalement, il a réalisé son job si t'as plus besoin de lui. Et donc c'est ça leur vision, de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos patients retrouvent de l'autonomie, retrouvent de la dignité où qu'ils en soient dans leur maladie, leur handicap. Et donc ils font tout ce qui est nécessaire d'être fait, ni plus ni moins, dans une vision holistique. Et ils sont rémunérés pour ça au temps qu'ils vont passer avec les patients. Et il y a un seul taux horaire. C'est toujours le même, quelle que soit l'intervention. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que la modalité de rémunération, elle soit la plus simple à comprendre et la plus simple à mesurer, pour que personne ne perde du temps ou de l'énergie là-dessus. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'est né ce projet. Et assez vite, quand tu rentres dans cette vision, du coup, en fait, les infirmiers, ils reconnectent avec le cœur de leur métier. Ils remobilisent leur raisonnement clinique. Et pour ça, du coup, ils disent, c'est bien d'être à plusieurs pour réfléchir. Finalement, notre patient, en vrai, quelle est l'intervention la plus efficiente, la plus ajustée pour notre patient? Donc, ils ont besoin de partager entre collègues. Et qui dit partage entre collègues dit travail d'équipe. Bon, le travail d'équipe, il faut peut-être être accompagné là-dessus, etc. Donc, le deuxième pilier du projet, c'est justement un accompagnement à la coopération en équipe. Voilà, donc c'est ça le projet, l'expérimentation équilibre. C'est basé sur le volontariat. Donc les cabinets d'infirmiers libéraux qui souhaitent rejoindre peuvent rejoindre. Ils peuvent repartir quand ils veulent. Et c'est en cours. On est à mi-année, enfin à mi-parcours, et ça finit en octobre 2022. D'accord. Et aujourd'hui, des infirmiers qui voudraient rejoindre l'expérimentation le peuvent? Alors en tout cas, ils peuvent nous contacter. Non, aujourd'hui en fait, on est complet. C'est-à-dire l'assurance maladie a défini un budget pour l'expé. Donc là, le budget il est rempli. Donc, on va dire on peut pas rentrer de nouveau. En revanche, si ça les intéresse d'en savoir plus, on les invite simplement à rentrer en contact avec des infirmiers, des collègues en fait en libéral qui sont déjà dans l'expé, qui pourront discuter avec eux. C'est toujours intéressant. Voilà. Donc ils peuvent en tout cas nous contacter. Et c'est avec plaisir qu'on pourra échanger avec eux. Il y a un référentiel standardisé qui s'appelle OMAA, qui est OMAA System, qui est libre de droit. Donc s'ils ont envie de l'utiliser pour leurs évaluations patients, leur raisonnement clinique, ils peuvent. Ça leur coûte rien. Enfin, c'est libre de droit. C'est du bien commun. Moi, j'appelle ça. Donc si ça les intéresse de vivre cette vision sans pour autant être techniquement dans l'équilibre, ils peuvent tout à fait. On peut les accompagner. C'est avec plaisir qu'on les. Ok. Et est-ce que tu as une vision aujourd'hui sur comment cette expérimentation pourrait influencer le système en tant que transformateur? C'est important. Écoute, mon petit doigt m'a dit que tu avais prévu d'inviter bientôt un infirmier qui est dans l'équilibre, et je crois que c'est surtout à eux de dire ça. Mais toi, de ce que tu sens de tes contacts avec justement les institutions, quoi. Écoute, franchement, j'en sais rien. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que je vois que les infirmiers qui sont dans l'équilibre, sont heureux. Ils te disent, mais franchement, c'est top. On a rêvé, on nous a rendu notre métier. En tout cas, on a retrouvé notre métier. Certains te disent, mais moi, j'allais raccrocher, en fait, j'en pouvais plus. Et donc, avec Équilibre, c'était ma dernière chance. Donc, si Équilibre s'arrête, moi, je pense que je ferai autre chose. Enfin, bon. Mais en tout cas, on voit que les infirmiers qui sont dans l'équilibre aujourd'hui, c'est un peu logique aussi, puisqu'ils étaient volontaires pour rejoindre. Mais en tout cas, on voit que eux, ils sont pleinement heureux et vraiment, on les sent épanouis. On a vraiment un peu ce sentiment-là extérieur, mais en tout cas, faudrait leur demander à eux, parce que c'est quand même à eux de dire. En tout cas, ils peuvent partir quand ils veulent. Donc, moi, je fais l'hypothèse que s'ils sont pas, s'ils trouvent que finalement c'est pas si bien que ça, ils peuvent retourner à tout moment sur le système classique. Il y a aucun problème sur le droit commun. Et pour la suite, j'ai envie de dire, ça nous appartient pas, puisque d'une part, il y a un laboratoire d'évaluation externe, un laboratoire de recherche qui est chargé par l'assurance maladie de décortiquer les effets tous les effets de ce système, et de faire des propositions et d'imaginer la suite. En tout cas, moi ma conviction, c'est que le bien se diffuse de lui-même. Donc si ce truc est bien, quand je dis si ce truc est vraiment bien, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça se perfusera quelque part. Puis si c'est pas si bien que ça finira par retomber, et puis voilà.
Donc je suis assez évidemment nous on a à cœur que ce soit le mieux possible, évidemment. On fait pas ça pour enfin, le sens évidemment. Tous les gens qui sont dans le projet sont des gens qui ont un sens profond enfin qui trouvent un sens profond dans ce qu'ils font, et moi le premier. Donc notre sens à nous, c'est que on a envie de créer un contexte dans lequel les gens peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc quand tu as le sentiment que ça le fait, c'est génial. Voilà, c'est une grande joie. Mais après, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est déjà très content et très heureux de ce qui a pu se vivre. Et si demain d'autres peuvent aussi vivre quelque chose de cet ordre-là, c'est super. Que ce soit d'ailleurs avec ou sans nous. Enfin, moi, je veux dire, si ça peut être avec nous, tant mieux, mais ça peut se faire avec d'autres, tant mieux aussi. Enfin, voilà. Et quelle leçon tu tires de cette, justement, de cette expérimentation, de cette transformation que tu as initiée depuis 2015? Voilà, quelle leçon tu tires de toutes ces expériences? Ce qui me vient quand j'entends ta question, c'est déjà intéressant de voir que finalement, c'est le processus article 51 voulu et mis en place par le ministère de l'Assurance Maladie est en soi c'est déjà un peu de l'entreprise libérée, même carrément. C'est-à-dire que, d'autres diraient c'est du design thinking, enfin voilà. Ils ont décidé de plus décider, ils ont décidé de pas savoir, et en revanche, ils ont décidé et ce qu'ils ont décidé, c'est de dire aux gens, est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à notre place? Autrement dit, la puissance publique elle-même a fait un chemin de transformation préalable qui du coup ouvre le champ et permet toutes ces transformations, parce que nous on est un parmi maintenant plus de 100 projets, ils sont tous plus beaux que les uns que les autres. Et donc moi la leçon que j'en tire, c'est de dire en fait en vrai c'est de toute façon on dit souvent ça, on ne peut se changer que soi-même. Et donc moi je suis quand même, c'est assez extraordinaire, c'est unique au monde je pense quand même cette expérience là de l'article 51 sur la transformation d'un système de santé qui sont hyper complexes partout dans tous les pays du monde. Et donc ce qui a ouvert le champ à ces transformations, à ces changements, finalement, c'est que la puissance publique qui détient le pouvoir, le financement et la régulation a accepté de dire et si on ouvrait si on repartait d'une page blanche, si on acceptait de déroger à certaines règles, si on acceptait de ne plus tout savoir, en revanche de créer un contexte favorable à l'émergence d'autres choses, par ceux qui sont tous les jours avec des patients, par ceux qui vivent leur métier, si on leur donnait les moyens d'agir sur leur métier. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Donc pour moi, c'est ça la principale leçon, c'est bien si tu et finalement, sans ça, il y aurait jamais eu on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on fait. Donc c'est vraiment ce renversement de vision et de perspective de celui qui détient le pouvoir et l'argent qui peut permettre des choses. Donc pour moi, une transformation, en fait, elle est permise par une autre transformation plus en amont, ou au-dessus, comme tu veux. Et ce qui moi me touche beaucoup maintenant, encore à présent, c'est l'assurance maladie. En fait, tu vois, je me souviens des ateliers de co-construction qu'on a eu avec eux là il y a 2 ou 3 ans. Et en fait, à la fin de la journée, ceux qui avaient eu le plus gros kiff, c'était souvent les personnes de l'assurance maladie qui étaient des experts, des gens très pointus sur la réglementation, la tarification et tout. Il dit vous pouvez pas savoir à quel point c'est génial pour nous d'avoir ce sentiment de co-contribuer avec vous au changement du système. Ça redonne vraiment du sens à notre engagement et de voir que voilà. Et donc finalement, cet alignement, cette convergence d'intérêts que nous on cherche à mettre en place avec les professionnels, les patients, le système, tu peux aussi l'avoir entre un régulateur ou un réglementeur ou un financeur et puis ceux qui le régulent ou qui le financent ou qui le contrôlent. Si tu changes de perspective, tu dis si on était partout, en fait en vrai on a le même objectif. Donc si on essayait de baisser les armes et les postures et de co-construire des trucs qui feraient plus de sens pour tout le monde, qu'est-ce qui se passerait? Là c'est ça qui se passe. Et c'est juste génial et en vrai tout le monde et en plus tout le monde apprécie. Enfin je veux dire humainement de toute façon c'est tellement plus sympa et plus créatif, plus productif, plus efficace. Pour te dire la nomenclature, la d'acte, il y a des renégos régulières. La dernière renégo, il y a eu 31 réunions. 31 réunions de négo, ou je sais pas comment ils étaient. Donc tu te dis
Et c'est entre guillemets, c'est normal, c'est tellement impactant. On parle de 8 ou 10 milliards d'euros de dépenses publiques par an, donc c'est sûr que tu fais pas ça comme ça sur un coin de table. Mais quelque part, moi je peux pas m'empêcher de penser que quand le process est trop laborieux, trop souffrant, c'est qu'il y a un autre process qui est plus direct, plus simple, plus efficient ailleurs. On n'a peut-être pas encore trouvé, hein, mais voilà. Donc en disant ça, je veux surtout pas, tu vois, c'est pas un jugement, je veux pas, on a le soin de la personne, et surtout pas, enfin voilà, les sujets sont tellement complexes, on détient aucune vérité, mais juste pour sur les leçons de la transformation, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, si tu observes de la souffrance, de l'inefficience ou de la perte d'énergie de ressources chez les parties prenantes, chez toutes les parties prenantes, c'est probablement qu'il faut changer un truc dans l'approche du sujet. C'est pas possible. Il y a forcément une façon d'aborder le truc qui soit qui fasse plus de sens. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces transformations, elles sont voulues par la puissance publique. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Oui, et supportées, quoi, c'est ça. Soutenu, voilà, ça, souvent on dit, ouais, c'est les gens sur le terrain qui font des trucs, qui se battent. C'est vrai, hein, quand t'es entrepreneur, tu as un peu l'impression parfois de te battre un peu contre l'inertie ou la bureaucratie. Mais là, c'est l'inverse. C'est la puissance publique qui te pousse en disant, allez-y, les gars, qu'est-ce que vous foutez, proposez des trucs. Bougez-vous, innovez, proposez, on vous suivra, et puis si c'est bien, on continuera, si c'est pas bien, on arrêtera. Voilà, c'est tout. Maintenant, à vous de bosser. Donc c'est quand même extraordinaire. Et alors justement, quel conseil tu donnerais à ceux qui voudraient faire bouger les lignes dans la santé aujourd'hui, en 2021? J'aime pas donner des conseils, mais il y a une phrase qui me vient, c'est que m'a dit un peu le mantra de Jacques Santini, de Toscane, c'est qui je suis, c'est ça qui compte. Voilà. Donc si tu veux faire quelque chose, c'est qui tu es, c'est ça qui compte. Donc j'ai envie de dire, n'aie pas peur d'essayer d'explorer cette question, qui tu es, dans toutes les dimensions. Et c'est loin d'être du temps perdu, probablement même un gain de temps assez énorme. Qui je suis, c'est ça qui compte. Et puis de toute façon, en gros, on ne peut rien transformer. Hein. On ne peut que se transformer soi-même, et encore. Donc si tu veux être facteur de transfo autour de toi, transforme-toi toi-même, et tu verras que ça bougera autour de toi. Et du coup, ça me donne envie de te faire parler sur le volet formation de soignants humains. Qu'est-ce que, justement, à propos de transformation personnelle Ouais, d'accord. Il y a quelque temps, avec mes collègues, on a voulu écrire un peu notre raison d'être à Soignants Humains. On a écrit la phrase suivante qui est repenser la santé par l'humain. Repenser, R-E-P-A-N-S-E-R. Donc un petit jeu de mots. Repenser la santé par l'humain. Et donc c'est un peu ça. Voilà, nous c'est un peu ça notre mission. On considère que c'est ça notre mission chez Soignants Humains, en tout cas accompagner. Et puis avec ceux qui ont envie. C'est ceux qui se sont appelés à ça. Effectivement, on s'est rendu compte que, en tout cas, on a eu à cœur de partager avec d'autres un peu les chemins d'apprentissage que nous on avait pu vivre. Et donc on a créé des petits groupes comme ça. On appelle ça Soignants Humains Academy. C'est des personnes qui se retrouvent on va dire 2 jours par mois, tous les 2 mois, et qui peuvent explorer différentes dimensions de ces transformations d'organisation. Dans une vision intégrale, voilà, un peu de Ken Wilber ou Edgar Morin là, sur la pensée complexe. On essaie d'explorer un peu toutes les dimensions, à la fois les dimensions intérieures, qui se voient pas trop, invisibles, et puis les dimensions visibles, extérieures, à la fois au niveau individuel et collectif. Et donc c'est un peu un parcours, voilà, et donc on expérimente, c'est quelque chose d'assez nouveau là qu'on vient de lancer cette année. Et l'intention, en fait, c'est d'offrir à des professionnels de santé qui en auraient envie un peu un entraînement ou un apprentissage sur ces différentes dimensions-là. Toujours dans un peu cette intention en disant qui je suis, c'est ça qui compte. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais donc on essaie d'ouvrir un espace où ils peuvent explorer un peu cette question-là. Et c'est ouvert à chacun, enfin à tous les professionnels de santé. Oui. Ok, merci beaucoup Guillaume. Si tu devais résumer ta raison d'être, ton fil conducteur, qu'est-ce que tu dirais? Ma raison d'être personnelle, telle que j'essaie de la définir, c'est un peu 2 phrases. Première phrase, la vie est belle.
J'aime bien mettre ça en premier parce que j'ai tendance à l'oublier tellement souvent, à m'abandonner à ma to-do list. Donc voilà, dire calmos, la vie est belle. Donc et puis 2, je crée un bain pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc je crée un bain, je crée un contexte où j'essaie de créer des conditions. Voilà. Ça, c'est un peu ma raison d'être perso, ce que j'essaie de faire. Ma raison d'être, j'ai essayé d'écrire un peu aussi ma raison d'être perso, et je me dis, attends, déjà, n'oublie pas, Guillaume, que la vie est belle. Ok. Parce que sinon, j'ai passé la journée dans le nez dans mon ordi, et c'est pas que ça la vie, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose, une œuvre qui t'inspire, voilà, qui te fait avancer, voilà, une forme de mentor, je sais pas, enfin. Écoute, il y en a beaucoup. Je suis un peu un boulimique de lecture, de bouquins, d'articles et tout. Mais j'avoue que Jos de Bloch, tu vois, l'infirmier qui a créé Burzorg là il y a 15 ans, c'est un type qui est tellement sympa, une gentillesse infinie, une puissance dans ses paroles qui sont simplissimes. Hein. Tu discutes avec lui, mais c'est une simplicité, c'est dramatique. Et en fait, la puissance, elle est pas dans le niveau intellectuel de ce qu'il va te dire, parce que ça va te toucher au cœur. C'est hyper simple, c'est du bon sens tellement simple. En revanche, la puissance, elle est quand t'arrives à effectivement le mettre en place, ce qui est c'est pas facile de faire simple. Voilà. Donc ouais, je pense que Jos est quelqu'un qui fait la synthèse entre c'est pas quelqu'un que je trouvais très très bien, même si on bosse un peu ensemble, mais de ce que j'en connais, ça reste toujours en tout cas un bon basique pour moi. Et qu'est-ce que tu nous recommanderais d'inviter pour un prochain épisode? Écoute, je peux que te recommander d'inviter les 120 infirmiers qui sont dans Equilibre, qui sont toutes juste extraordinaires. Ils ont une valeur incroyable, un potentiel incroyable. Bon, je sais que tu le feras pas, donc mais voilà, je t'en connais quelques-uns. Mais en fait, en vrai, voilà, je pense que c'est surtout eux qu'il faut que tu interviewes. Et c'est tellement magnifique ce qu'ils ont à raconter, c'est tellement incroyable. Donc. Un homme ou une femme de terrain, quoi. Ouais, c'est la vraie vie, quoi. Ok, écoute, super. Je te remercie beaucoup, Guillaume. Merci, Lidvine. Ce temps d'échange toujours très passionnant. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Écoute, je voudrais inciter nos auditeurs à lire ton livre. Tu ne feras peut-être pas ta pub toi-même. Très chouette. Et s'ils ont envie de trouver de l'inspiration, ça se lit très bien, c'est très agréable à lire, très synthétique. Et il y a plein de gens qui font plein de choses extraordinaires dans le système de santé, partout en France, dans toutes les structures et tout. Et donc c'est très difficile d'écrire un livre simple et sympa. Et tu as réussi ce défi, donc je peux que inciter les gens à le lire. Écoute, c'est super sympa, vraiment. C'était même pas prémédité. Non, mais en plus, j'ai aucune action. Enfin voilà, et je dis ça vraiment très 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 sincèrement. Merci beaucoup. Alors pour le titre du livre, il s'appelle Réinventons le secteur de la santé. Ils l'ont fait découvrir leurs clés, voilà. Et effectivement, je suis allée à la rencontre des transformateurs du système de santé. Et voilà, chacun à son échelle, de façon très très humble. Et Guillaume, tu en fais partie. Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, laissez-nous 5 étoiles, abonnez-vous à notre chaîne ou parlez-en autour de vous. Rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode. Zod.